Voilà, bonjour à tous. Mon intervention va se concentrer essentiellement sur le livre 5, relatif à l'aménagement du territoire et urbanisme opérationnel, le livre 6, relatif à la politique foncière, et sur le livre 8, relatif à la participation du public et aux évaluations des incidences et des plans et programmes. Alors, plus en détail, mon exposé est décomposé en 4 volets. Tout d'abord, l'intégration des évaluations des incidents sur l'environnement à la procédure de reconnaissance de certains guides et périmètres. J'évoquerai ensuite, au sein du livre 5, la procédure conjointe périmètre-permis, en me concentrant toutefois davantage sur les simplifications possibles plus que sur l'instruction en tant que telle. J'évoquerai également quelques éléments relatifs au livre 6 de la politique foncière, où quelques changements apparaissent. Et enfin, je détaillerai les modifications liées aux mesures de publicité, tant pour les séances d'information préalables que pour les enquêtes publiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ma présentation, je vous informe que toutes les modifications auxquelles je fais référence rentreront en vigueur le 1er avril 2024. Aucune distinction n'est donc à effectuer. Et il y aura 2 mesures transitoires qui seront d'application, et je les détaillerai au moment où je parlerai des articles auxquels elles font référence. Alors, au niveau des évaluations des incidences sur l'environnement, les principaux outils concernés sont le guide communal d'urbanisme, les sites à réaménager et les périmètres de remembrement urbain. Pour être complet, il faut y ajouter le guide régional d'urbanisme et les SRPE, donc les sites de réhabilitation paysagère et environnementale, mais qui suivent déjà la même procédure que pour la reconnaissance des sites à réaménager. Jean-Christophe en a déjà parlé tout à l'heure, mais donc je vous rappelle que le 27 juin 2001, le Parlement et le Conseil européen ont adopté la directive 2001/42, et cette directive elle a pour but d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration des considérations environnementales dans l'élaboration des plans et programmes en vue de promouvoir le développement durable. Cette directive elle prévoit pour les États membres de soumettre leurs plans et programmes à une évaluation des incidences au préalable, et la condition sous-jacente étant que ces plans et programmes aient effectivement des incidences notables sur l'environnement. C'est un élément essentiel dans tous les cas de sollicitation d'exemption des évaluations des incidences. Alors en termes de directive, en termes de procédure, la directive établit un ensemble d'étapes à suivre lors de l'évaluation d'un plan ou programme, et ces étapes, elles ont déjà été implémentées au travers d'une circulaire qui a été signée le 10 août 2020 par M. Borsu pour 3 des outils qui nous concernent et que je vais détailler ici. En ce qui concerne les plans et programmes en matière d'aménagement du territoire, la directive a été transposée dans le cadre du titre 2, dans le cadre du titre 2 du livre 8 du Code été, et plus précisément à l'article D831 qui détermine les plans et schémas qui répondent à la définition de plans et programmes. Le listing des plans et schémas s'est vu élargi au guide des périmètres. On y retrouvait déjà le SDT, les plans de secteur, le plan de secteur, les schémas de développement communaux et pluricommunaux et le schéma d'orientation locale. On y retrouve maintenant en plus le guide régional d'urbanisme, le guide communal d'urbanisme, le périmètre de site à réaménager, le périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale et le périmètre de remembrement urbain. Alors, c'est ensuite directement dans les articles relatifs au guide des périmètres concernés où le contenu des dossiers a évolué. Les libellés, vous le voyez ici, diffèrent légèrement entre le guide communal d'urbanisme et le guide régional d'urbanisme d'une part, et puis les sites à réaménager et périmètres de remembrement urbain d'autre part. Mais l'élément essentiel est simplement le fait qu'il y ait un dossier de RIE qui doit être joint au dossier de demande. Alors, le contenu de l'évaluation des incidences en tant que tel est défini à l'article D833. Celui-ci évolue légèrement pour y intégrer l'incidence du plan ou du schéma sur l'optimisation spatiale. Au D832, on nous informe sur les critères à considérer pour déterminer si notre plan ou notre programme a une incidence notable sur l'environnement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un élément qui est essentiel dans le cas où l'initiateur souhaiterait demander une exemption d'évaluation des incidences. C'est notamment le cas pour les sites à réaménager où on a régulièrement des demandes d'exemption des incidences, de réalisation de rapports sur les incidences. Alors j'ai repris ici le cas pour l'intégration de l'évaluation des incidences dans la procédure SAR.
Procédure SAR, parce que c'est un outil que je connais particulièrement bien, puisque c'est un outil qui est géré au sein de la direction de l'aménagement opérationnel et de la ville. Au moment de l'entrée en vigueur du Code été, la procédure prévoyait la prise d'un arrêté provisoire dès qu'un dossier était déclaré comme complet et recevable. S'ensuivait alors la publication de cet arrêté et les sollicitations pour avis, et ensuite on pouvait directement prendre un arrêté définitif s'il n'y avait pas de problème majeur qui était rencontré. Alors depuis la circulaire du 10 août 2020, ici confirmée dans les modifications opérées au sein du Code été, au moment d'introduire son dossier de reconnaissance, l'initiateur joint à son dossier soit une proposition de contenu de RIE, soit une demande d'exemption. Ce dossier est alors envoyé au pôle environnement et à la CCATM pour avis. Dans le cas où la commune ne dispose pas de CCATM, alors c'est envoyé vers le pôle aménagement qui est questionné. Je profite de cette mention au pôle aménagement pour préciser que le nombre de membres du pôle a été étendu à 36 membres. Jean-Christophe Jomotte l'avait précisé également avec l'ajout d'une troisième section spécifique au développement commercial. Après retour de ces avis et sur analyse circonstanciée de l'administration, le ministre approuve le contenu des RIE ou exempte l'initiateur de réaliser un RIE. En cas d'exemption, on passe directement à l'arrêté provisoire. En cas de détermination du contenu, alors l'initiateur est invité à nous fournir une évaluation des incidences et sur base du dossier complet, on pourra alors prendre arrêté provisoire et poursuivre la procédure. Alors un autre petit changement qui apparaît ici, c'est le délai de transmission des avis sur arrêté provisoire à transmettre dorénavant dans un délai de 30 jours plutôt que les 60 jours qui étaient prévus depuis l'entrée en vigueur du premier Code été. Et en cas d'évaluation des incidences, le pôle environnement est également interrogé, ce qui n'était pas le cas avant la circulaire de 2020. Je ne vais pas détailler ici l'intégration de l'évaluation des incidences pour les autres outils, mais globalement, ça suit le même principe que ce que je viens de présenter ici pour les sites à réaménager. Alors j'en viens à la deuxième partie de ma présentation qui concerne la procédure conjointe périmètre permis, qui est reprise au sein du livre 5, titre 7. Alors, les changements opérés au sein de l'article D5.16 sont opérés au sein de l'article D5.16 et sont concernés les périmètres de sites à réaménager et les périmètres de remembrement urbain. Était déjà repris au sein du Code été la possibilité, comme repris in extenso ici dans le slide, la possibilité qu'une demande de permis d'urbanisme ou une demande de permis environnement ou une demande de permis unique combinée à une demande visant à faire reconnaître un permis de site à réaménager ou de remembrement urbain puisse se faire via une procédure conjointe. Alors, comme pour les PRU, une première modification, c'est l'extension des initiateurs de la démarche aux personnes physiques ou morales, privées ou publiques, propriétaires ou titulaires de droits réels sur tout ou sur une partie des parcelles concernées. Les conditions à remplir pour se lancer dans les démarches restent identiques, à savoir que le projet s'implante tout ou en partie dans le périmètre concerné et qu'il vise à réaliser respectivement les actes et travaux de construction et de reconstruction si on est dans le cas d'un site à réaménager et les actes et travaux de requalification et de développement de fonctions urbaines si on est dans le cas d'un périmètre de remembrement urbain. Le principe de base du contenu du dossier reste inchangé avec la combinaison d'une demande de permis et d'une demande de reconnaissance de périmètre. Ce qui change par contre, c'est l'ajout d'un chapitre complet sur l'introduction de la demande conjointe de périmètre qui comprend alors une première section avec donc les articles D5.16.1 à D5.16.3 qui comprend donc l'introduction de la demande de périmètre qui précise le contenu du dossier, la procédure de recevabilité, mais surtout, et c'est notamment un point peut-être important au niveau de la simplification, c'est le fait de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou la décision de l'en exempter. Et on en vient donc au D5.16.4 qui est intéressant dans le sens où il précise que la soumission du périmètre à évaluation des incidences ou du projet à étude d'incidence emporte l'obligation à procéder à une évaluation conjointe des incidences sur l'environnement au dossier qui a été introduit. Et donc, conformément aux articles que j'ai repris par après dans le slide, donc les D8, 5, 8 à 13, qui concernent la réunion d'information préalable conjointe, et les D8, 48 à 56, qui concernent le système d'évaluation des incidences.
Pour le D8.5 ici, on a une mesure transitoire qui précise que ce D8.5 est applicable aux réunions d'information préalables dont à l'entrée en vigueur du présent décret, la date et l'heure n'ont pas encore été fixées. Dans la même lignée que ce qui a été dit précédemment, le législateur suit la même logique en appliquant alors une enquête publique et des consultations conjointes sur l'ensemble du dossier. J'ai repris au sein du slide auquel vous pourrez accéder après la présentation des extracts et des articles des 16.5 et des 5.6, des 5.16.5 et des 5.16.6 qui précisent cela. Je ne rentre pas dans le détail de la procédure d'instruction de la demande conjointe, celle-ci devra essuyer ses plâtres sur le terrain. La conclusion, reprise donc au D5.16.7, c'est que le gouvernement prend décision simultanément sur le périmètre et sur la demande de permis. Il y a toutefois une flexibilité qui est maintenue. En cas de refus de permis, le gouvernement peut décider de poursuivre la procédure de reconnaissance du périmètre de site à réaménager ou du périmètre de remembrement urbain. Alors j'en viens à ma troisième partie qui concerne la politique foncière, donc, qui est reprise au sein du livre 6. Tout d'abord, au niveau des expropriations. Les biens susceptibles d'expropriation repris à l'article D6.1 sont étendus aux biens immobiliers exposés à des risques naturels importants ou à une contrainte géotechnique majeure. On parle ici des risques d'inondation, d'éboulement de parois rocheuses, de glissement de terrain, etc. Donc cet alinéa il a pour but de faciliter l'expropriation lorsqu'on se situe dans ce type de zone. Alors au niveau du droit de préemption, les mêmes zones donc, de risque naturel peuvent également bénéficier d'un périmètre de droit de préemption. C'est le dernier alinéa que j'ai repris ici. Nous avons également une extension des biens qui peuvent être concernés et qui peuvent être soumis. Donc c'est toutes les parcelles de minimum 50 arts qui sont situées au sein d'une centralité définie dans le SDT ou dans un schéma de développement pluricommunal ou communal après l'entrée en vigueur du SDT. Donc ça, c'est la deuxième mesure transitoire qui nous concerne ici et qui est reprise à l'article 250. Alors peuvent également être soumis à un droit de préemption les biens établis autour des établissements présentant un risque majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou des zones exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, pour les biens ou pour l'environnement. Alors le dernier point relatif à la politique foncière, ça concerne les taxes communales. Le Code d'été prévoit maintenant la possibilité pour les communes d'établir une taxe annuelle aux parcelles des terrains non bâtis et qui sont localisés au sein d'une centralité. Voilà, j'en viens à la quatrième partie de mon exposé qui concerne le livre 8, relatif notamment à la participation du public. Les premiers éléments sont relatifs à la digitalisation de l'accès aux documents. En effet, le Code prévoit maintenant que pour les annonces de projets, si la commune dispose d'un dossier complet, elle peut en permettre la consultation à distance. Au niveau, par contre, de l'enquête publique, on est ici face à une obligation de la commune de publier l'avis sur son site Internet. Au niveau du D8.8, est ajoutée une enquête publique pour le guide régional d'urbanisme, au même titre qu'elle existait déjà pour le schéma de développement territorial. Et pour donc le D8.10, spécifiquement donc pour le schéma de développement territorial, les modalités autour de la séance de présentation sont maintenant reprises au sein du Code d'été. Ça comprend notamment le fait que la séance doit être filmée, enregistrée, afin d'assurer une publicité active et d'essayer de toucher un maximum de gens lors de ces séances de présentation. On précise également que l'enregistrement doit comprendre une captation audio et vidéo qui doit reprendre l'intervention de l'ensemble des personnes qui auraient interagi durant ces séances de présentation. Donc ça comprend au minimum les représentants du gouvernement, les représentants de l'administration, le fonctionnaire délégué, et puis toutes les autres interventions. Ces documents sont disponibles sur rendez-vous auprès du fonctionnaire délégué ou à distance à partir du surlendemain de la séance de présentation et pendant une durée de 15 jours. J'en viens donc maintenant à mon dernier slide. Au niveau du D8.11, pour les permis et certificats d'urbanisme numéro 2, l'avis relatif à l'introduction de la demande d'autorisation et la tenue d'enquête publique est maintenant également envoyé pour information aux propriétaires de personnes ayant des droits réels dans un rayon de 50 mètres et plus uniquement les occupants. Donc il y avait un manque à ce niveau-là. Au niveau du D8.17, comme pour l'annonce de projet, lorsque la commune dispose d'une version informatique complète du dossier soumis à l'enquête, elle peut en permettre la consultation à distance. Et enfin,
au niveau du D819, au niveau des réclamations et observations à introduire avant la clôture de l'enquête publique ou pour le jour de la clôture pour le jour de la séance de la clôture, celles-ci peuvent maintenant être transmises par voie électronique à l'adresse identifiée par la commune ou par tout autre support informatique que la commune aurait mis à disposition. Je vous remercie pour votre attention.